Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Panorama Info. Souvent, dans des émissions précédentes, il m'est arrivé d'évoquer les problèmes causés par les frontières intérieures de l'ex-Union soviétique. J'ai expliqué comment, lors de la dislocation de l'URSS, ces frontières dessinées arbitrairement par le pouvoir bolchevique dans les années 20 et 30, voire même 50 en ce qui concerne la Crimée, ces frontières donc sont devenues, du jour au lendemain, des frontières internationalement reconnues de nouveaux pays indépendants. Or, les bureaucrates soviétiques, souvent pour obéir aux ordres de Staline, ont tracé des frontières qui ne correspondaient pas, ou très rarement, aux réalités ethniques sur le terrain. Staline a souvent voulu diviser pour régner en mettant à l'intérieur des frontières d'une même république socialiste soviétique des peuples de langue ou de religion différentes qui avaient des sentiments d'hostilité les uns pour les autres. Ce fut particulièrement le cas dans le Caucase, où de vieilles nations avaient tenté de profiter des troubles consécutifs à la révolution bolchevique de 1917 pour recouvrer leurs indépendances perdues lors de l'extension de l'empire tsariste vers le sud, c'est-à-dire vers le Caucase. Il fallut plusieurs années au nouveau pouvoir pour imposer l'autorité de Moscou dans le Caucase et pour transformer ces nations en républiques socialistes soviétiques. Les délimitations entre elles, décidées et imposées par le pouvoir central, ont ainsi placé des terres arméniennes, telles que le Nakhichevan et le Haut-Karabakh, c'est-à-dire l'Artsakh, en Azerbaïdjan. Elles ont parfois divisé des peuples en plusieurs entités, comme ce fut le cas pour les Ossètes, dont ceux du sud se sont retrouvés en territoire géorgien, alors que ceux du nord étaient intégrés à la Russie. Toutes ces décisions devaient avoir des conséquences dramatiques lors de l'éclatement de l'Union soviétique et durant les décennies qui suivirent. Ce sont les décisions arbitraires de Staline qui ont causé les guerres terribles qui ont opposé Arméniens et Azéris, ou encore les deux épouvantables guerres de Tchétchénie. C'est la délimitation de la frontière entre la Russie et l'Ukraine qui est à l'origine du conflit qui oppose ces deux pays depuis 2014, annexion de la Crimée et troubles au Donbass russophone d'abord, et ensuite invasion et guerre totale à partir de février 2022. Depuis quelques semaines, il arrive que nos grands médias nous parlent de la situation en Géorgie, un autre pays du Caucase. Des foules énormes de manifestants occupent quotidiennement les avenues de Tbilissi, la capitale, pour s'opposer à une loi en train d'être votée par les députés. Cette loi contraindrait les organisations non gouvernementales géorgiennes recevant des fonds de l'extérieur du pays à s'enregistrer auprès des autorités comme agents de l'étranger, comme cela avait été fait quelques années auparavant en Russie. Les manifestants géorgiens redoutent de voir la société civile de leur pays être placée sous le contrôle pesant du pouvoir et les résultats des élections à venir être manipulés, comme cela a été le cas en Russie. Pour compliquer la situation, la présidente de la République soutient les manifestants et s'oppose au projet de loi, alors que le Premier ministre en est à l'origine. Petite parenthèse au sujet de la présidence de la République, c'est un cas unique au monde, je crois, puisque
la présidente de la République était française, d'origine géorgienne. Elle a fait toute sa carrière au Quai d'Orsay. Elle a été nommée ambassadeur de France en Géorgie et finalement, elle s'est retrouvée présidente de la République et a donc choisi sa nationalité géorgienne. Tant la présidente que les manifestants, et sans doute la majorité de la population, souhaitent que leur pays intègre et l'Union européenne et l'OTAN, des désirs qui sont autant de chiffons rouges agités sous les yeux de l'ours russe. Le pire est donc à craindre, et une éventuelle intervention militaire russe dans les jours ou les semaines à venir est tout à fait possible. D'autant que l'armée russe est déjà présente sur le territoire internationalement reconnu de la République de Géorgie. Pour tenter d'expliquer cette situation pour le moins complexe, je vais devoir présenter à grands traits ce pays, la Géorgie, et parler un peu de son histoire. Et pour cela, il me faudra revenir sur les problèmes causés par les frontières héritées de l'ex-URSS. Je vous encourage, chers auditeurs, à vous munir d'une carte du Caucase. Avec seulement 69 700 km² et 4 millions d'habitants, la Géorgie actuelle est un pays relativement petit, même si sa superficie est plus de 2 fois celle de l'Arménie voisine. Elle a pour voisin la Russie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, la Turquie et l'Arménie au sud. La Géorgie et l'Arménie ont beaucoup en commun, puisque ce sont deux vieilles nations chrétiennes du Caucase. Si l'Arménie fut le premier État à adopter le christianisme comme religion officielle, la Géorgie l'a suivi de peu et est devenue le 3e pays à embrasser cette religion, juste après l'Éthiopie, au début du IVe siècle. L'histoire de la Géorgie remonte, comme celle de l'Arménie, à l'Antiquité, la Géorgie traçant ses origines dans les antiques royaumes de Colchide et d'Ibérie. Entre parenthèses, rien à voir avec la péninsule ibérique, bien sûr. La Géorgie, comme l'Arménie, a son propre alphabet. 2 alphabets qui auraient d'ailleurs la même origine et dont l'inventeur serait la même personne, Saint Mesrop Mashtots, un moine arménien qui vécut entre 362 et 440. Certaines lettres offrent des similitudes frappantes et le nombre de caractères est à peu près le même, entre 36 et 40, de même que les valeurs phonétiques qui leur sont attribuées. La Géorgie actuelle a cependant un grand avantage par rapport à l'Arménie. Elle dispose d'un accès à la mer Noire en l'occurrence, tandis que l'Arménie est un pays complètement enclavé, ne disposant d'aucun accès à la mer, que ce soit la mer Noire ou la mer Caspienne. La Géorgie connut son âge d'or au XIIe siècle, avec le règne de sa grande reine, Tamar Ier, de la dynastie des Bagrations. Elle régna de 1184 à 1213 et elle eut à lutter contre les féodaux pour parvenir à imposer son autorité. Elle parvint à agrandir son royaume jusqu'à la mer Caspienne en vassalisant les principautés musulmanes voisines. Comme l'Arménie, la Géorgie fut confrontée, au cours de sa très longue histoire, aux mêmes puissants voisins ou envahisseurs. Les Romains, les Perses, les Mongols, les Byzantins, les Ottomans et enfin les Russes. C'est en effet sous le tsar Paul Ier qu'elle fut annexée par la Russie au début du XIXe siècle. Comme l'Arménie, profitant de la confusion créée par la Révolution de 1917, elle recouvra brièvement son indépendance
entre 1918 et 1921, avant de tomber sous le contrôle des bolcheviks et de finir par devenir l'une des républiques socialistes soviétiques de l'URSS nouvellement créée. Comme l'Arménie, la dislocation de l'Union soviétique lui permit de proclamer son indépendance en 1991. Depuis, elle a connu une vie politique pour le moins agitée, avec la Révolution des Roses de 2004 et une alternance démocratique en 2012. La Géorgie eut aussi à combattre les revendications centrifuges de minorités nationales, en particulier celles des Abkhazes et des Ossètes du Sud, des revendications soutenues par le pouvoir soviétique agonisant, puis par la Russie. La Géorgie ne contrôle plus ni l'Abkhazie ni l'Ossétie du Sud, qui toutes deux ont proclamé leur indépendance avec le soutien de Moscou. 83,9% des Géorgiens appartiennent à l'Église de Géorgie, qui, selon la tradition, aurait été fondée par l'apôtre André. Il s'agit d'une église autocéphale et orthodoxe, dont le chef spirituel est un catholicos patriarche. L'actuel titulaire de cette position est Élie II, en poste depuis 1977. Alors, lorsque j'entends dire qu'un patriarche est devenu patriarche en 1977, dans les années 70, donc dans les années soviétiques, je ne peux m'empêcher à d'éventuels liens avec le KGB, car à l'époque, les églises étaient soumises et infiltrées par le KGB. Né en 1933, ce catholicos patriarche a aujourd'hui 91 ans. 3,9% des Géorgiens appartiennent à l'Église apostolique d'Arménie, tandis que les catholiques ne sont qu'une toute petite minorité, 0,8%, vivant principalement dans le sud du pays. 9,9% des Géorgiens sont des musulmans, principalement sunnites, tandis que 0,1% sont juifs. Au point de vue économique, si la Géorgie est un pays producteur de cuivre et de manganèse, il est surtout connu depuis les temps immémoriaux pour sa viticulture. À l'époque soviétique, on buvait du vin géorgien dans toute l'URSS et dans le reste du bloc communiste. Je me souviens en avoir bu lorsque je vivais au Laos communiste, dans les années 80. L'acteur français Pierre Richard s'est d'ailleurs recyclé après la gloire que la série des Grands Blonds lui avait value dans la viticulture en Géorgie. La Géorgie est un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Au point de vue culturel, les polyphonies géorgiennes sont mondialement connues. Les séparatismes abkhazes et ossètes m'amènent maintenant à évoquer à nouveau les frontières héritées de l'ex-URSS. Commençons par l'Abkhazie. C'est un territoire montagneux et côtier qui occupe une partie du littoral géorgien de la mer Noire. Sa superficie est de 8653 km², soit à peu près celle de la Corse, et elle est peuplée par environ 250 000 habitants qui sont loin d'être tous abkhazes, même si la majorité des Géorgiens qui y vivaient autrefois ont dû se réfugier ailleurs en Géorgie. L'Abkhazie faisait partie de l'antique Colchide. Les Grecs de l'Antiquité y créèrent sur son littoral plusieurs comptoirs, comme il l'avait fait en Crimée, dont celui de Dioscourias, qui est l'actuelle Soukoumi, la capitale du territoire. Conquise par les Romains au 1er siècle, l'Abkhazie demeura romaine, ou plutôt byzantine,
jusqu'au 7e siècle, avant de constituer une principauté autonome qui finit par s'unir au royaume de Géorgie au 9e siècle. Au XVIe siècle, durant la conquête ottomane de la Géorgie, une partie de la population abkhaze se convertit à l'islam. Les Géorgiens finirent par chasser les Ottomans et la principauté autonome d'Abkhazie put être rétablie. Mais face aux tentatives persistantes des Ottomans pour la dominer, un prince abkhaze fit appel aux Russes en 1810. Ces derniers conquirent graduellement l'Abkhazie entre 1829 et 1842. En 1864, elle fut absorbée par la Géorgie russe. Au début du XXe siècle, 17% seulement de la population du territoire était encore d'origine abkhaze, alors que 44% étaient d'origine géorgienne. En 1918, l'Abkhazie faisait partie intégrante de la Géorgie indépendante. En 1931, Staline, lui-même d'origine géorgienne, fit de l'Abkhazie une république socialiste soviétique autonome au sein de la République socialiste soviétique de Géorgie. Attention à l'adjectif autonome. Rien à voir avec l'autonomie actuellement envisagée pour la Corse ou en vigueur dans des territoires comme la Catalogne ou le Pays basque d'Espagne. L'autonomie à la sauce soviétique, ce n'était pas l'autonomie. C'était une branche du Parti communiste soviétique qui dirigeait ce territoire comme le reste de l'URSS. Staline imposa la langue géorgienne comme langue d'enseignement. Jusqu'à la mort de Staline et de Beria, lui aussi géorgien, l'Abkhazie fut géorgianisée. Par la suite, et jusqu'à la fin de l'Union soviétique, la langue abkhaze fit son retour, mais écrite avec l'alphabet cyrillique au lieu de l'alphabet géorgien. Comme nous l'avons déjà vu, vers la fin de l'URSS, Moscou encouragea les minorités nationales des républiques soviétiques qui revendiquaient leur indépendance. Ce soutien occasionna des violences entre Abkhazes et Géorgiens à Soukoumi le 16 juillet 1989, violences qui firent de nombreuses victimes de part et d'autre. Les troupes soviétiques entrèrent alors dans la capitale abkhaze, officiellement pour établir l'ordre. Après l'indépendance de la Géorgie le 19 avril 1991, l'Abkhazie proclama sa propre indépendance le 23 juillet 1992. Les sécessionnistes prirent le contrôle de Soukoumi le 27 septembre 1993 et, en 2008, à la faveur de la Seconde Guerre d'Ossétie du Sud, ils parvinrent à étendre leur contrôle sur la totalité de l'Abkhazie. Depuis, 60% du budget de l'État sécessionniste est pris en charge par Moscou. Le territoire est devenu la nouvelle Riviera des touristes russes, attirés par son climat presque tropical. La majorité de la population vivant en Abkhazie est de religion chrétienne, orthodoxe ou arménienne. Cette population est composée à 50,7% d'Abkhazes, de souche, et les Géorgiens ne sont plus que 19,2%. Il y a en outre 17,4% d'Arméniens et 9,1% de Russes, ainsi que 0,6% de Grecs. L'indépendance proclamée en 1992 n'est actuellement reconnue que par 5 États seulement. La Russie, bien sûr, mais aussi le Nicaragua, le Venezuela, Nauru et la Syrie. Enfin, il convient de rappeler que, depuis la proclamation de l'indépendance, les troupes russes n'ont jamais quitté le territoire de l'Abkhazie. Dans le contexte de la guerre en cours contre l'Ukraine, cette présence militaire russe sur les bords de la mer Noire est certainement très utile aux stratèges de Moscou.
Parlons maintenant de l'Ossétie du Sud. Il s'agit d'un territoire lui aussi montagneux, mais sans aucun accès à la mer, et beaucoup plus petit et moins peuplé que l'Abkhazie. 3 900 km² seulement et 50 000 habitants seulement. Il est situé au nord de la Géorgie et est frontalier de la Russie, c'est-à-dire de l'Ossétie du Nord. Sa capitale est Tchikivali. Les Ossètes sont les descendants des Alains, un peuple d'Asie centrale qui avait été chassé par les Mongols et qui, au 7e siècle, s'établirent dans le Caucase. En 1922, l'Ossétie du Sud devient un oblast autonome, encore une fois autonome, au sein de la République socialiste soviétique de Géorgie. La dislocation de l'URSS et l'indépendance de la Géorgie provoquèrent une première guerre, qui dura de janvier 1991 à juin 1992. En novembre 2006, un référendum fut unilatéralement organisé par les sécessionnistes et le oui à l'indépendance l'emporta avec 99% des suffrages. En août 2008, les troupes géorgiennes tentèrent de reprendre le contrôle du territoire par la force, mais leur offensive fut repoussée grâce à une intervention armée de la Russie. C'est cette seconde guerre d'Ossétie du Sud qui amena la Russie à reconnaître l'indépendance du territoire, une indépendance qui allait ensuite être reconnue par le Nicaragua, le Venezuela, la Syrie et, encore une fois, Nauru. Pour l'anecdote, cette petite île indépendante du Pacifique reçut 10 millions d'euros de la Russie en récompense de sa reconnaissance de l'indépendance de l'Ossétie du Sud. L'Ossétie du Nord, qui fait partie de la Russie, est plus vaste et plus peuplée que sa voisine du Sud, 7 987 km² et plus de 700 000 habitants. Mais il est vrai que Staline lui avait offert une partie du territoire de l'Ingouchie après en avoir déporté en Sibérie la population ingouche. Un bel exemple de ce que valent les frontières héritées de l'ex-URSS. Enfin, il faut rappeler là aussi que, comme en Abkhazie, l'armée russe est toujours présente en Ossétie du Sud. Ce mardi 13 mai, le Parlement géorgien a fini par adopter le projet de loi controversé sur l'influence étrangère, malgré les grandes manifestations quotidiennes. Ce texte, selon les opposants, est calqué sur une loi russe similaire et, pire, elle devrait contribuer à détourner la Géorgie de l'Europe pour l'entraîner vers Moscou. Les députés géorgiens ont voté la nouvelle loi à 80 voix pour et à 30 voix contre. Signe de la tension ambiante, des élus de la majorité et de l'opposition se sont brièvement affrontés à coups de poing pendant les débats. Des bagarres similaires s'étaient déjà produites ces dernières semaines. À l'extérieur du Parlement, des milliers de manifestants étaient partagés entre colère et abattement. Pour ces opposants, ce vote constitue une forme de trahison. Les députés sont en train de nous vendre à la Russie, affirmait l'un d'eux. C'est un cadeau à Vladimir Poutine, et cela est insupportable. La Russie va nous conquérir sans même avoir besoin de nous faire la guerre, ajoutait un autre habitant de Tbilissi. Malgré la pression exercée par les autorités et par la police, les manifestants entendent bien continuer à se mobiliser. Les forces de l'ordre ont, lors de certains rassemblements, utilisé des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène. L'adoption du projet de loi pourrait entraîner de nouveaux heurts dans les jours à venir. Peu avant le vote, un porte-parole de l'Union européenne avait réaffirmé que l'adoption de ce texte constituerait un grave obstacle sur la voie de l'adhésion du pays à l'Union européenne. Que peuvent espérer les opposants à la loi? Tout d'abord, le veto de la présidente géorgienne, Madame Salomé Zourabichvili, qui a été élue avec le soutien du parti au pouvoir en 2018, mais qui, depuis,
s'est distancée de ce parti. La présidente a déclaré qu'elle allait l'actionner, ce veto, mais ce sera un acte essentiellement symbolique puisque le parti au pouvoir pourra contourner son veto par un vote au Parlement. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, lui, salué, je cite, « la ferme volonté des dirigeants géorgiens de protéger leur pays contre toute ingérence flagrante dans ses affaires. » Fin de citation. Le moment est donc particulièrement sensible en Géorgie. L'étape suivante et sans doute décisive sera les élections législatives prévues pour l'automne 2024. L'opposition espère galvaniser ses électeurs en dénonçant l'alignement du pouvoir actuel sur une ligne pro-russe et anti-européenne. Rappelons qu'une immense majorité de Géorgiens est favorable à l'Union européenne et hostile à la Russie de Vladimir Poutine, qui occupe toujours, nous l'avons vu, 20% du territoire géorgien en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Mais la tension risque de continuer à monter et les manifestations de rue de se poursuivre. Le gouvernement parviendra-t-il à y faire face jusqu'à la tenue des élections? Si le chaos devait s'installer durablement dans les rues de Tbilissi, le Kremlin pourrait être tenté d'intervenir militairement afin de rétablir l'ordre tout en confortant l'actuel gouvernement pro-russe. Si une intervention militaire russe devait avoir lieu, quelle serait la réaction de l'Union européenne, des États-Unis, de l'OTAN? Je crains fort, pour ma part, que les réactions internationales se limiteraient à de simples communiqués de condamnation, voire, si c'est encore possible, à de nouvelles sanctions contre la Russie. Il suffit de regarder une carte pour comprendre qu'un soutien qui ne se limiterait pas à des paroles est tout simplement inenvisageable. La Géorgie n'est pas l'Ukraine. Cette dernière est un vaste pays ayant une longue frontière terrestre avec des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Cette situation a facilité l'acheminement d'aide à l'Ukraine dans sa résistance face à l'invasion russe. Ce n'est pas le cas de la Géorgie, tout petit pays frontalier de la Russie, séparé de l'Union européenne par la mer Noire. Rappelons que l'armée russe est stationnée à moins d'1 heure de route de la capitale, en Ossétie du Sud. Je crains fort que toute la détermination des manifestants de Tbilissi ne change donc rien à la situation. Leur combat pacifique, aussi courageux soit-il, est malheureusement voué à l'échec. Enfin, ma qualité d'ami de l'Arménie et de soutien au droit à l'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh, c'est-à-dire de l'Artsakh, font que je n'oublie pas que tant la Géorgie que l'Ukraine n'ont fait preuve d'aucune solidarité lorsque les Arméniens ont dû faire face à l'avancée des troupes azerbaïdjanaises. Ces deux pays ne cachaient pas leur soutien à l'Azerbaïdjan et les exportations et importations azerbaïdjanaises vers et de la Turquie et le reste du monde n'ont jamais cessé de transiter à travers le territoire géorgien. Pourquoi? Tout simplement parce que le droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh mettrait en cause le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières internationalement reconnues, c'est-à-dire des frontières héritées de l'ex-Union soviétique. Or, ces frontières ont placé l'Artsakh, le Haut-Karabakh, à l'intérieur du territoire azerbaïdjanais. Reconnaître le droit de l'Artsakh à s'autodéterminer reviendrait, pour l'Ukraine et pour la Géorgie, à reconnaître ce même droit pour la Crimée, pour le Donbass, pour l'Abkhazie et pour l'Ossétie du Sud. Cela explique pourquoi ces deux pays chrétiens ont préféré soutenir l'Azerbaïdjan musulman contre l'Arménie chrétienne. La raison d'État, c'est bien connu, contredit souvent les principes moraux élémentaires.
Pour finir, chers auditeurs, je souhaiterais vous faire écouter un peu de polyphonie géorgienne que j'ai évoquée durant l'émission, polyphonie qui n'est pas sans rappeler la polyphonie corse. Voici donc l'ensemble Marani, enregistré il y a tout juste 10 ans en l'église Saint-Roch à Paris. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.